Alors, Estelle, Bléman Diomandé, Kian Mariam Yeo, sois salué. Désiré Ladji, sois salué. Alléluia. Alors, on va partager, liker la vidéo, lui donner une audience. Parce qu'on veut parler aux Ivoiriens. Voilà. On veut parler aux Ivoiriens et je voudrais vous saluer. Aya Bénédicte, soit salué. Merci de Herman Diapo, merci d'être là. Voilà. Merci aux Ivoiriens qui partagent mes vidéos, qui les like. Vous savez, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, quand tu fais des vidéos, que c'est partagé, que c'est liké, ça te donne une audience. Donc, je voudrais vous dire merci. Nous sommes nombreux à faire des vidéos, nous sommes nombreux à parler de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et les gens ne sont pas... Même quand, je le dis toujours, hein, je vous le dis, même quand... Bien, moi par exemple, moi je suis sur les réseaux sociaux. Il m'est difficile de commenter le post de quelqu'un. Voilà. Moi... C'est rare que je pose mon commentaire sous le poste de quelqu'un. Là, les militants du RDMM, c'est pas possible. Voilà. Quelques personnes, je parle par exemple le journaliste André Sylvain, il m'arrive souvent de commenter ses posts. Voilà. Il y avait aussi... Maître Dadje, oui, je crois 2-3 fois j'ai commenté ces posts. Voilà, moi, c'est difficile que je pose mon commentaire. Pourquoi? Il y a quand même des administrateurs, des badges hein, qui m'inspirent hein, et je suis leurs vidéos et tout. Mais moi, je me dis quoi? Quelqu'un... Par exemple, un militant du RHDP, un communicant du RHDP, à quoi ça sert d'aller commenter son poste? Ce qu'ils font même d'abord, ça ne m'interpelle pas, ça ne m'inspire pas. Je vais poser mon commentaire sur son poste là. C'est pourquoi. C'est eux qui traînent sous mes postes, mais moi, ça ne me dirait. Je n'ai jamais... Ceux même qui commentent mes posts à tout moment, je n'ai jamais posté. Je ne sais même pas à quoi ressemble leur page. Souvent, ils me taguent partout. Ça ne me dit rien. Tu vas me taguer. Comme on m'a signalé, je vais aller voir sous quel poste tu m'as tagué. Je ne laisserai pas de commentaires. Voilà. Donc, quand tu fais ça et puis des gens se permettent de te suivre et commenter tes posts, ça fait du bien. Voilà. Et je voudrais vous dire merci. Je le dis parce que moi, je n'ai pas ce courage. Je préfère commenter chez moi, je préfère répondre à ceux qui posent des commentaires chez moi. C'est pourquoi souvent, je vous réponds. Je vous réponds parce que quel que soit le contenu de ton commentaire, pour moi, c'est une marque de considération. Donc, je te réponds aussi selon le contenu, sans toutefois t'insulter, mais c'est ça aussi. Parce qu'il faut que je te respecte. Tu m'as parlé, il faut que je réponde. Voilà. Bernard Bana soit salué, Jean-Michel Zahé soit salué, Touré Abbas soit salué, Aya Bénédicte, je l'avais déjà salué. Merci. Alors, quand je fais la vidéo à cette heure-là, j'ai pas assez de temps parce que je suis venu me reposer juste 1h, 1h30 pour repartir au boulot. Donc, c'est vite allé. Je voudrais dire, j'ouvre rapidement la parenthèse et puis je vais dire ce que je veux. Voilà. Ce matin, j'ai fait un live.
mes lives de matin, quand je vais au boulot, et puis bon, ma petite distance que je parcours pour aller arriver au boulot, en marchant, je fais des lives. Souvent, ce matin, j'ai fait un live. Mais un live où j'étais en train d'ironiser sur l'affaire de Johnny Pacheco. Je pense qu'il y a beaucoup qui ne m'ont pas compris. Et la vidéo après, d'autres ne l'ont pas regardée jusqu'à la fin. J'ai été insulté par beaucoup de personnes, c'est normal. Mais souvent, prenez le temps de suivre les vidéos. Surtout que cette vidéo-là, si elle a trop duré, c'était 20 et quelques minutes. Il fallait la regarder jusqu'à la fin avant de poser le commentaire. Souvent, si tu sais que tu n'as pas regardé la totalité d'une vidéo, il faut t'abstenir de poser un commentaire parce que tu n'as pas compris la vidéo. Voilà. Parce que tu n'as pas compris la vidéo. Donc, il faut t'abstenir de la commenter. Parce que cette vidéo-là, pour ceux qui sont les supporters de Johnny Pacheco qui m'ont insulté, si tu avais regardé la vidéo jusqu'à la fin, tu ne m'aurais pas insulté. Parce que moi, j'étais en train d'ironiser. Ce que souvent je fais dans mes vidéos. La dernière que j'ai fait, c'était sur Fabrice Lago. Voilà, où quand j'ai introduit la vidéo, tu as l'impression que je veux parler de quelque chose de sérieux. Et par exemple, pour la scène de Fabrice Lago, j'ai parlé d'ASEC et Africa. Pourtant, quand tu tombes sur la vidéo, tu dis, oh, lui, là, il veut parler à Fabrice Lago. Voilà. Donc, c'est la même chose que j'ai fait ce matin dans mon direct concernant Johnny Pacheco. Je dis, moi, ce que Johnny Pacheco traverse en ce moment, j'ai même dit ça dans la vidéo à la fin. Je suis quelqu'un, je le dis, que ça énerve qui veut. C'est-à-dire, Johnny, sa façon de faire ses vidéos, c'est-à-dire sa façon de parler, tout, moi, je ne me retrouve pas dedans. Moi, les vidéos, il faut stigmatiser des gens, il faut parler des caleçons, de tout ça, moi, je ne me retrouve pas dedans. Mais l'orientation du combat, la vision, l'orientation du combat que Johnny mène en ce moment, on se rejoint. Est-ce que vous comprenez? On se rejoint. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Kibafori Kassoum connaît. Comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas très bien. Merci beaucoup. Merci, j'ai vu ton commentaire. Merci. Voilà, que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Donc, l'orientation qu'il donne à son combat en ce moment, moi, je me retrouve dedans. Voilà. Le combat de l'Afrique. Le combat de la prise de conscience. Mais au niveau national, au niveau de la Côte d'Ivoire, le combat que Johnny mène, il dénonce les faits de société, nos gouvernants. Et surtout, Johnny est bien placé parce qu'il les a approchés. Il a travaillé avec eux. Donc, il sait de quoi il parle. Donc, moi, le combat dans lequel je suis en ce moment, je ne peux pas dire que Johnny, je vais le critiquer. Non. Non. Peut-être si, c'est ce que je dis là. Si ce sont des individus qu'il a cités dans sa vidéo, qui étaient partis porter plainte contre lui, et qu'on l'avait interpellé pour ça, peut-être j'aurais dit, Johnny, tu mènes un bon combat, mais tu vas trop loin dans tes vidéos. Ça, je pourrais lui donner ce conseil. Mais l'État du Côte d'Ivoire porte plainte contre Johnny. Pourquoi? Et ça, je ne peux pas abandonner Johnny dans ce combat. Je n'ai rien à lui donner. Mais si c'est pour faire des vidéos pour dire que je le soutiens, je le soutiens. Je le dirai. Si ça peut me porter préjudice aussi, que ça me porte préjudice. Mais quand Johnny a donné les chefs d'accusation contre lui, je dis je le soutiens dans ce combat. Ça, je le dis à mon même niveau de petit cyberactiviste que je suis. Mais je dis, Johnny, je le soutiens. Parce que ce qu'il a dit, là, il faut que les gens situent ça dans le temps. À quel moment il fait ça? C'est pourquoi je dis, ça fait deux parties. Lui, on l'a appelé, on lui a dit, voilà pourquoi ton pays te convoque et tout. On entend que le pays aussi dise, voici ce qu'on reproche à Johnny Pacheco. Voilà. Mais pour l'instant, s'il ne parle pas, c'est ce que Johnny a dit là, c'est sur ça qu'on se base. Ce qu'on lui reproche, les chefs d'accusation et tout ça. Donc, restez tranquille me concernant. Pour l'instant, là, moi, je n'ai pas de souci avec Johnny. Je prends juste pour ironiser. Par exemple, la vidéo que j'ai vue hier, sincèrement, elle m'a scandalisé. Comme je l'ai dit après, j'ai fait aussi une petite vidéo où j'étais sérieux maintenant. Je n'étais pas en train de faire l'humour. Et j'ai parlé pour dire, j'ai été scandalisé d'attendre le monsieur dire ce qu'il a dit.
Moi, ma page là s'appelle Micro. Quand tu vois un commentaire quelque part que c'est écrit Micro, celui qui a fait le commentaire s'appelle Micro sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le commentaire de Micro. Celui qui est maintenant derrière, comment tu le sais? Donc, quand le monsieur est assis sur un plateau et puis il dit, Johnny, ils ont supprimé toutes ces pages. Donc, si il prend la page de quelqu'un et puis il pose un commentaire que toi, tu ne dénonces pas ce commentaire, tu es complice de Johnny. Quand il parle comme ça, je suis scandalisé. Parce que si Johnny utilise la page de quelqu'un, comme il l'a dit, comment lui il sait que c'est Johnny? Il connaît l'écriture de Johnny sur Facebook. Il connaît l'écriture de Johnny Pacheco sur Facebook. Donc, il se ridiculise. Et ils se disent des intellectuels sur un plateau, tu donnes un tel exemple, mais c'est pas bien. Donc, c'est ce que j'ai pris pour demander à mon frère, mais tu as fait quoi au juste? Parce qu'aujourd'hui, tous ces problèmes-là, c'est à cause de toi qu'on les a. Aujourd'hui, tu ouvres les yeux, tu sais que c'est à cause de Johnny Pacheco. Cette loi dont on parle, on l'a fait sortir. Parce qu'ils ont bloqué tous les comptes de Johnny. Johnny, aujourd'hui, il est sur TikTok. Des Ivoiriens qui le suivent, le monde entier, des gens, des Africains qui le suivent, dès qu'ils ouvrent un compte ici, ils sont là-bas. Donc, il faut maintenant menacer les gens. C'est tout. Il faut maintenant menacer les gens. Donc, je voudrais vraiment... J'ai une abonnée là qui allait m'insulter. J'ai vu son commentaire. J'ai essayé de répondre ça. Elle s'appelle Flora quelque chose. Ito ou quoi, je ne sais pas. Mais je voudrais lui dire que quand on est aussi intellectuel, c'est ça. C'est de comprendre. C'est de savoir faire la différence entre l'ironie et des critiques. Ça aussi, c'est le niveau intellectuel qui nous le permet. Donc, quand tu n'as pas pu faire cette différence, tu ne peux pas parler du niveau de compréhension de quelqu'un. Et là aussi, c'est pas bon. Voilà. Quelqu'un qui est intelligent, qui est intellectuel, voit ma vidéo, c'est que c'est de l'ironie. Déjà, même la photo que j'ai mise, à partir de la photo, Johnny et Ouattara, tu vois déjà la photo, tu sais que ce que j'ai dit dans la photo, c'est de l'ironie. Et ma façon même de parler, c'est-à-dire ce français bêté, où j'ai pas de nos parents vont venir, on va demander pardon et tout, tu dois savoir que c'est de l'ironie. Mais là, tu n'as pas su. Et c'est toi qui veux parler du niveau de compréhension des gens. C'est pas un peu bien. Voilà. C'est pas bien. Tu as vu que sous le même commentaire, quelqu'un est venu te dire, toi, tu as quel niveau intellectuel? Ça t'a interpellé. Rapidement, tu lui as dit de faire doucement. Mais toi, pour toi que tu as dit à l'autre là, quelqu'un a même dit, présente tes excuses au monsieur. Parce que tu as mal compris son passe. Mais toi, ça ne t'a pas interpellé. Mais le message de l'autre, oui, il t'a dit, mais toi, tu as quel niveau intellectuel pour parler comme ça à quelqu'un? Tu t'es senti indexé, tu t'es senti insulté, tu es venu répondre. C'est ça. C'est pourquoi nous, on est sur les réseaux sociaux, on n'insulte pas les gens. Voilà. Quand vous venez, vous ne connaissez pas quelqu'un. Et d'ailleurs, ce qu'il a écrit ou bien ce qu'il a dit, tu ne l'as pas bien compris. Mais tu vas venir pondre ce que tu as envie de pondre, ce que tu dis dans ta tête. C'est pas bien. Arrêtons ça. Voilà. Merci, chers Ivoiriens. Merci à vous tous. Voilà, je fais ce post pour parler au peuple de Côte d'Ivoire. Au peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire qui, depuis des années, écoute Gbagbo Laurent, se retrouve dans le message de Gbagbo Laurent, se retrouve dans le combat de Gbagbo Laurent. Ce n'est pas tous les Ivoiriens, c'est normal, nous sommes en politique. Et c'est une bonne guerre. Voilà. C'est vrai, quand tu écoutes aujourd'hui le pouvoir, les communicants du pouvoir, quand tu écoutes les militants du RDR qui sont versés sur les réseaux sociaux, logiquement, si ce qu'ils disent, ils le pensaient vraiment, ils ne devraient pas s'inquiéter concernant Gbagbo Laurent. Parce que, à les écouter, Gbagbo Laurent, il n'y a plus un Ivoirien qui l'écoute. Gbagbo Laurent, il est fini.
Donc, même si Gbagbo Laurent demande aux Ivoiriens de venir marcher, on est tranquille. Parce qu'on sait que les Ivoiriens, ce jour-là, vont vaquer à leurs différentes occupations. Personne ne sortira. Gbagbo, il est fini. Personne ne l'écoute maintenant. Ouattara, il est venu, il a fait du miracle. Tous les Ivoiriens sont pour Ouattara. Donc, Gbagbo, personne ne va l'écouter. Ce qui va sortir même pour aller à une marche pour Gbagbo Laurent, pour écouter Gbagbo Laurent. Donc, on devait être serein et tranquille. Quelqu'un fait un post de marche de 4 octobre, aucun commentaire, personne ne partage parce que il s'agit de Gbagbo. Gbagbo n'est pas écouté. Gbagbo, quelqu'un qui n'a même pas pu mobiliser 1% de l'électorat. Ce n'est même pas tous les Ivoiriens. L'Ivoirien, il y a 30 millions d'Ivoiriens. Sur la liste électorale, on n'a pas de 8 millions. Ce n'est même pas la moitié des Ivoiriens. Mais sur les 8 millions, Gbagbo n'a pas pu mobiliser 1% pour déposer sa liste électorale. Mais quelqu'un comme ça parle de marche et on est inquiet. On aurait dit, mais laissez-le, il va marcher, il va voir lui-même que les Ivoiriens ne viennent pas. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris, ils sont avec Ouattara, ils ont compris. Donc les Ivoiriens ne viendront pas. Comme vous le dites sur tous les plateaux. Pour les merveilles que Ouattara fait, les Ivoiriens étaient convaincus, vous êtes majoritaire dans toutes les villes, partout. Vous avez arraché les bastions à Gbagbo Laurent. Mais quand on dit on a arraché les bastions, ne voyez pas la ville. Voyez la population, voyez le peuple. Donc quand vous dites on a arraché Soubré à Gbagbo, on a arraché Djibérou à Gbagbo, on a arraché Daloa à Gbagbo, on a arraché Alépé à Gbagbo, ne voyez pas la ville physique. C'est pourquoi je vous dis toujours, quand on dit pays, ne voyez pas les maisons, mais voyez les hommes qui sont dans les pays. C'est ça. Donc, quand vous dites on a arraché à l'épée à Gbagbo, ne voyez pas à l'épée physiquement, mais voyez les hommes qui sont à l'épée, qui étaient hier les pro-Gbagbo, qui ont compris que c'est vous qui menez leur combat, qui ont compris que c'est vous qui menez le bon combat, et désormais, ils ont décidé de ne plus écouter Gbagbo Laurent. Donc, si Gbagbo leur demande, venez, vous n'êtes pas inquiet. Parce que le peuple vous a dit, lui là, on ne fait plus rien avec lui. C'est tout. C'est tout. Normalement, c'est comme ça les choses devraient être. Mais depuis qu'on a parlé du 4 octobre, vous ne dormez pas. Vous êtes sur les pages. Vous avez commencé à menacer. Oui, ceux qui demandent de venir marcher 4 octobre, là, ils sont tous en Europe là-bas. Ils sont déconnectés de la réalité. Est-ce que tu seras dans la rue? Est-ce que tu seras ceci? Mais si je suis dans la rue ou je ne suis pas dans la rue, où est ton problème? Est-ce que toi, la question, est-ce que toi, tu es convaincu que si Gbagbo demande aux gens de marcher, un Ivoirien va sortir? Et c'est ce que je vous disais dans la vidéo de ce matin. Si aujourd'hui le pouvoir sait que Tidiane Thiam et le président Laurent Gbagbo dans leur front commun, s'ils demandent aux Ivoiriens de marcher, il y a des Ivoiriens qui peuvent descendre dans les rues, est-ce que c'est pas mieux? On va penser à ces Ivoiriens et puis discuter. Est-ce qu'à la place, il faut préparer une résistance contre cette marche? Pourquoi ne pas dire, on n'a pas besoin de tout ça, on est fatigué, venez, on va discuter. Il y a deux choses. Ou on est sûr que les Ivoiriens ont compris, personne ne sortira pour eux. Donc, on n'est pas gêné, on n'est pas inquiété, on les laisse. Et puis, ils parlent de leur marche et les Ivoiriens resteront chez eux. Les Ivoiriens attendent le 25 octobre pour aller voter, ils resteront chez eux. Et qu'ils veulent, ils font leur marche. Le 4 là va passer et puis il n'y a rien. Voilà. Damana, Picasso, quoi, Justin, et puis quelques membres du PDCI vont se retrouver quelque part et puis on va se moquer d'eux. Ah, vous là, vous n'avez pas dit, vous alliez faire marche. C'était pour ça là. Vous n'avez même pas atteint 500 personnes, c'était ça. Et puis c'est fini, on rit. Et puis le 25, les Ivoiriens sortent massivement et vont voter. Mais si vous savez que leur appel aura un impact sur le peuple, et vous savez qu'il y a une grande partie du peuple qui va répondre à cet appel, ça veut dire qu'ils sont importants dans la vie de la nation. Donc ce qu'ils demandent, c'est une discussion.
un dialogue, il faut l'accepter. Et on évite beaucoup de choses. Parce que, pourquoi Gbagbo Laurent appelle son peuple dans la rue? C'est la question. Pourquoi Gbagbo Laurent appelle son peuple dans la rue? Après, ce que vous appelez la décision du Conseil constitutionnel, qui est sans recours. Pourquoi Gbagbo Laurent appelle le peuple dans la rue? Pourquoi le Front commun appelle ses militants dans la rue? Vous savez que, est-ce que vous savez que Gbagbo Laurent peut prendre la parole pour dire aux Ivoiriens? Je vais prendre mon bâton, je ne marche pas, mais je vais prendre mon bâton, le 4, je serai dans la rue. Si on doit m'ôter la vie, ils vont me trouver dans cette rue-là pour m'ôter la vie. Gbagbo Laurent peut lui dire. Gbagbo Laurent peut prendre les chefs traditionnels en témoin, peut prendre les chefs religieux, les musulmans, les chrétiens en témoin, pour leur dire, moi Gbagbo, vous étiez tous ici en 2010. On allait aux élections, Ouattara dit il a gagné, moi j'ai dit j'ai gagné. Et c'est moi que le Conseil constitutionnel a investi. La manière que Ouattara a utilisée pour contester la décision du Conseil constitutionnel, c'était les armes. Ce sont les armes qui ont retenti et qui ont amené le président du Conseil constitutionnel à revenir sur sa décision. Donc, à annuler la première décision qui avait investi Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, moi, Gbagbo Laurent, je n'ai pas d'armes. On vient de rendre une décision. Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision que je conteste. On dit qu'elle est sans recours. Je n'ai pas d'armes. Peut-être si j'avais arme, si j'avais une armée, je pouvais aussi faire comme Ouattara ce qu'il a fait hier. Pour amener la présidente du Conseil constitutionnel à dire la loi. Mais je n'en ai pas. Donc, je vais prendre mon bâton. Comme je ne marche pas, je vais marcher à mon bâton. Pour que le monde entier, les Ivoiriens, sachent que la décision qui a été rendue, je ne suis pas d'accord avec elle. Et comme c'est la voie que la démocratie m'octroie, je vais marcher avec mes genoux que je n'ai pas, avec mon pied qui est malade. Je vais marcher pour que tout le monde entier comprenne que je ne suis pas d'accord. Mais je vais marcher pour que tout le monde entier comprenne que depuis des années que je suis dans la politique dans mon pays et que je mène le combat politique, le socle du combat, ma motivation, c'est la démocratie dans mon pays. Je veux que la démocratie soit de mise. Donc moi, le président Laurent Gbagbo, mes yeux peuvent être encore ouverts. Et dans mon pays, quelqu'un va faire un 4e mandat. Je vais marcher pour que vous sachiez que je ne suis pas content. Donc les chefs traditionnels, les chefs religieux, musulmans, chrétiens, je vous informe que le 4 octobre, je marcherai. Un Ivoirien qui a entendu mon cri et qui pense que la cause pour laquelle je serai dans les rues, c'est sa cause aussi, va me rejoindre dans les rues. Gbagbo Laurent peut le dire. Oui. Hier, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui a été contestée. Mais en utilisant un moyen à un certain niveau, Gbagbo ne dispose pas de ce moyen. Gbagbo exclut ce moyen-là dans son combat. Donc, si vous voulez lui ôter la vie pour sa position qu'il occupe, le 4 là, il va marcher, il sera dans la rue. Il va attraper son bâton comme ça pour marcher.
pour que tout le monde entier comprenne que cette décision-là, il n'est pas d'accord avec. Donc, avec lui, un Ivoirien qui est chez lui, qui a l'épée, qui a Daloa, qui a Soubré, qui a Gagnoa, qui a Korogo, qui a Dabakala, qui dit oui, c'est pas normal. Je ne suis pas d'accord aussi. Et le président, on te soutient, cet Ivoirien-là va sortir. Cet Ivoirien-là va sortir. Et tous, on va marcher au même niveau de Gbagbo Laurent. Voilà. On va marcher au même niveau de Gbagbo Laurent. S'il est fatigué, il s'arrête, on s'arrête. On lui donne de l'eau. Papa, on peut continuer? Oui. Si vous voulez lui ôter la vie, vous allez le faire devant nous. Nous qui serons avec lui dans la rue, là, vous allez venir faire ça devant nous. Parce que lui, il n'a pas une armée parallèle. Il n'a pas l'ONU. Il n'a pas l'Union africaine. Il n'a pas CEDEAO. Il n'a pas l'Union européenne. Il n'a pas la France. Il a les Ivoiriens. Qu'il soit 2, qu'il soit 3, il a les Ivoiriens. Donc, les raisons pour lesquelles on doit être dans les rues, et voici. Depuis des mois, depuis des années, on demande un dialogue autour d'une table. On veut aller aux élections. On veut compétir. On est en Côte d'Ivoire. Comment Gbagbo Laurent, on peut nous dire qu'il n'a pas pu réunir 1% de parrainage? On peut se moquer de quelqu'un, mais ce n'est pas comme ça. Donc, quand il sera dans la rue avec son bâton, on verra effectivement qu'il n'a pas eu 1% de parrainage. Parce que quand il sera dans la rue, personne ne viendra pour lui. Il sera peut-être avec sa Nadi Baba, avec son Michel Gbagbo. Et puis, ces lieutenants qui sont là, qu'on peut appeler le ministre Dano Djedje, les Damala Picasse, les Kwa Justin, qui lui sont fidèles, seront juste à côté de lui. On va voir, mais lui, là, c'est sa famille. On vous a dit qu'il n'y a personne avec lui. On vous a dit qu'il n'a pas fait 1%. Voici le résultat qu'il a. Voilà. Donc, vous êtes assis, vous faites sortir les théories. Vous faites sortir, on revient en 95. On sort de 95, on va à 2000. Vous envahissez toutes les radios, toutes les télévisions pour faire sortir des arguments. Vous êtes en pré-campagne. Faites votre campagne. Vos candidats, vous les connaissez, faites votre campagne. Gbagbo Laurent dit, le 4, il sort, il va marcher. On peut sortir seul. On peut faire sa grève de faim seul. On peut faire un sitting seul. Où est le problème? L'État a rendu une justice contre moi. J'ai dit, je ne suis pas content. Parce que faites la différence. Hier, vous avez écouté Sarkozy. Quand on l'a condamné à 5 ans de prison ferme, il dit, cette injustice est un scandale. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on te condamne, tu es libre de dire que c'est comme la décision rendue là. C'est une injustice. C'est ça. Donc, vous avez le choix entre vous armer et venir tirer sur lui dans la foule, ou bien venir l'attraper et puis aller l'enfermer, faire de lui ce que vous voulez. Quand il vous a dit, je vais me battre
contre cette injustice. Je suis candidat contre le 4e mandat. Ce n'était pas des paroles éphémères. Et vous n'avez pas dit qu'il va venir tirer sur Ouattara pour dire tu ne feras pas 4e mandat. Son échec, c'est devant le peuple de Côte d'Ivoire. Lui, c'est le peuple de Côte d'Ivoire, au peuple de Côte d'Ivoire qui va s'adresser. Donc quand il va se retrouver seul dans les rues contre ce combat, on dira, il a fait son combat, mais le peuple ne l'a pas suivi. Donc il a perdu le combat. Le combat qu'il avait annoncé, là, il a fait. Mais le peuple ne l'a pas suivi. Voilà. Or, pour qu'il gagne le combat, il faut que le peuple le suive. Pour qu'il gagne le combat, il faut que le peuple le suive. Il faut que des Ivoiriens soient d'accord avec lui. Donc, il a voulu faire son combat. Mais nous, ça ne nous a rien dit. Donc, on retiendra que Gbagbo Laurent avait dit non au 4e mandat. Malheureusement, Ouattara a reçu sa stratégie. Le peuple a soutenu Ouattara. Et Ouattara a fait son 4e mandat. Mais néanmoins, on retiendra. Il ne devrait pas avoir de problème. Il ne devrait pas avoir de problème. Nous qui communiquons autour de cette marche-là, cet événement-là, on ne devrait pas nous insulter. On ne devrait pas nous insulter. Parce que vous êtes convaincus que Gbagbo ne représente rien aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous êtes convaincus que la voix qu'emprunte Gbagbo Laurent, les Ivoiriens qui sont sur cette voie ne sont pas nombreux. Vous leur avez battu du goudron. Vous avez augmenté leur salaire. Vous avez arrangé leur village. Vous leur avez donné de l'eau potable. Vous avez donné courant dans leur village. Ils ne vous écoutent. Ils n'écoutent plus autre personne qu'Alassane Ouattara dans ce pays. Il a dit qu'il ne faisait pas le 4e mandat, qu'il était fatigué. C'est eux qui sont allés lui demander de venir faire le 4e mandat. Parce que sans lui, ils n'ont pas de sécurité. Sans lui, ils ne pourront pas manger. Sans lui, leur pays ne va pas se développer. Donc, ils sont allés lui demander, papa, pardon, il ne faut pas partir, viens encore rester. Donc, si quelqu'un pleure à côté, quel Ivoirien qui va sortir pour lui dire, nous, on te soutient dans ça. Et puis, vous avez des problèmes. Et je vais vous dire pourquoi vous avez des problèmes. Dans cette vidéo, sur la place ici où je suis assis, je vais vous dire. Et quand je vais vous dire, c'est là que je vais lire vos commentaires. Parce que jusque là, vous savez que ce que j'ai dit, il n'y a rien à dire. Mais comme je vais parler de ce qui est et qui vous concerne, vous allez dire que ce que j'ai dit n'est pas vrai. Vous savez très bien que Alassane Ouattara, c'est vrai, c'est physiquement, ça se sent, sa gouvernance. Le temps qu'il a gouverné la Côte d'Ivoire, il y a eu quelque chose qui s'est ajouté sur le développement de la Côte d'Ivoire. Les infrastructures qui ont été construites se sentent. On ne peut pas le mentir. On ne peut pas on peut pas dire autre chose, pardon. On ne peut pas mentir sur ça. Parce qu'on ne peut pas le mentir, c'est pas, ça peut se dire, mais ce n'est pas ce que j'étais en train de dire. Non, ça ne peut même pas se dire. Donc, on ne peut pas mentir sur ça. Alors, le problème là où Ouattara a échoué, qui est important pour la Côte d'Ivoire, que vous avez négligé, c'est la cohésion sociale. Alassane Ouattara a voulu mettre dans la tête des Ivoiriens qu'il est un roi. Il est le super-héros. Et que les Ivoiriens, eux, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Donc, il faut aller partout. Vendre, même s'il en faut la Côte d'Ivoire, mais il faut que la Côte d'Ivoire brille, il faut construire les infrastructures, et ça suffit. Or, ceux-là, s'ils mangent, ceux-là, s'ils voient les ponts, ceux-là, s'ils voient qu'on fait les routes, c'est fini, ils vont oublier les babos, ils vont oublier tout ça. Voici ce que vous vous êtes dit. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans les administrations. Dès qu'on ouvre la bouche, vous allez dire, mais Gbagbo a fait quoi? Il a fait 10 ans ici, qu'est-ce qu'il a construit? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne voyez pas le développement? Vous ne voyez pas ça? Et voici l'argument
que vous avez préparé. Or, ce n'est pas de ça les Ivoiriens ont besoin. Parce qu'un Ivoirien intellectuel et intelligent, c'est que le pays, il a juste besoin de la paix. Juste la paix, la tranquillité. Et même un bébé au pouvoir, le pays peut se développer. Un Ivoirien s'assoit et il essaie un peu de voir les rapports, il revient un peu en arrière, il voit un peu la gouvernance. Quand Gbagbo Laurent a commencé, les gens parlent trop. Gbagbo Laurent a pris le pouvoir en 2000. Il a hérité de quel Côte d'Ivoire? Et l'Ivoirien, il se documente un peu. Il se documente un peu. Parce que vous, quand Gbagbo Laurent dit, j'ai pris la Côte d'Ivoire dans une situation calamiteuse, vous avez fait allusion à quoi? À l'élection. Vous, votre histoire s'est arrêtée sur comment il a été élu, les Ivoiriens qui ont marché avant qu'ils ne prennent le pouvoir. C'est là que vous vous arrêtez. Or, les Ivoiriens, plus le temps avance, ils se documentent sur la Côte d'Ivoire. Et ils voient. Ils se disent, par exemple, la Côte d'Ivoire de 1960 jusqu'en 2000, à quoi elle ressemblait? Comment elle fonctionnait? Quels sont les gens qui l'ont dirigée? Donc, on regarde. On dit oui, le premier président s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Mais en réalité, à tel niveau, voici comment l'économie de la Côte d'Ivoire était, le niveau où il était, comment on faisait. Et on voit, à 90, la Côte d'Ivoire a eu des problèmes. Et pour pallier à ces problèmes, pour trouver des solutions face à ces problèmes, la Côte d'Ivoire, qui n'avait pas dans son gouvernement premier ministre, décide d'avoir un premier ministre. Donc, on appelle quelqu'un qui est reconnu comme un économiste, qui a une expérience pour pouvoir venir donc sauver la Côte d'Ivoire. Maintenant, cette personne, tu déposes la personne là. Tu dis, pourquoi elle? Est-ce que à part cette personne, il n'y avait pas un économiste en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens vont se poser la question et chercher à savoir qui est cette personne. Docteur en économie, qui a travaillé à FMI, qui a fait la BCAO, qui a fait tout ça. Les gens vont commencer à se cultiver sur la personne. Maintenant, quelles sont les réformes significatives que cette personne apporte quand elle est venue à la tête du gouvernement de Côte d'Ivoire? Et quel impact ces réformes ont eu sur les problèmes économiques d'alors? Il y a des Ivoiriens qui commencent maintenant à chercher pour comprendre. C'est ça. Avant même de venir prendre la même personne sur le plan politique, tant que président d'un parti politique, il va commencer à nourrir des ambitions pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc une personne qui va commencer à faire toutes ces recherches ne parlera pas comme vous. Ne parlera pas comme vous. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai demandé. Je ne me suis pas levé comme ça pour venir vous poser la question. À savoir que, à Côte d'Ivoire, quand tu prends de 90 jusqu'à 2000, la Côte d'Ivoire comptait 3 grands partis politiques. En Côte d'Ivoire, on avait 3 grands partis politiques. Le PDCI, le FPI de Gbagbo et le RDR. Voici les 3 grands partis politiques. Et dans mes vidéos, je vous le dis, je dis que je ne suis pas le grand communicant, le grand cyberactiviste que vous connaissez. Mais quand tu prends donc les 3 grands partis politiques, tu prends le PDCI et RDA, tu vas voir le combat qui a caractérisé et qui caractérise donc le PDCI RDA. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, particulièrement, mais de l'Afrique en général.
Donc le PDCI-RDA au départ qui est un parti unique, donc qui est le parti des Ivoiriens. Tu vas voir qu'il a un complément, il s'appelle PDCI. Et à la fin, on met RDA. Or, le RDA appartient à toute l'Afrique. Il s'appelle Rassemblement démocratique africain. Donc, le PDCI va être la section du RDA en Côte d'Ivoire. Quelle était la mission du RDA ou l'objectif ou le but de sa création? Qu'est-ce qui a motivé la création du RDA? Les Africains commencent à prendre conscience que des gens sont venus de l'extérieur et sont en train d'envahir leur Afrique et exploitent l'Afrique, mais non seulement, ils ont trouvé nos parents chez eux et ils font faire des travaux forcés à nos parents. Donc ces gens-là sont venus avec leur intelligence qu'ils ont appelée école. Pour nous qui avons le niveau CE, on nous a dit que l'école a été créée ou apparue, par exemple dans mon pays, en Côte d'Ivoire, à 1893. Si j'ai encore la bonne mémoire. Si je me souviens encore de ma leçon d'histoire, à 1893. Donc, quand on forçait même nos parents, c'est aussi le bien peut-être qu'ils nous ont fait, on forçait nos parents à les amener à l'école. En retour, eux, ils profitaient pour exploiter. Donc, quand on va finir avec 1800, on va rentrer dans 1900. Les Oufoués sont nés en 1915. Je ne sais pas si c'est 15 ou 1905, je ne me souviens plus. Et les grands-parents que les colons, les premiers colons avaient à trouver, leur temps commence à passer. Et les Félix Houphouët-Boigny commencent à devenir grands. Leur génération qui ont donc connu le temps de l'école, puisque l'école existait déjà, commence à voir clair, commence à aller chez les Blancs, ils commencent à acquérir d'autres expériences. Et ce sont ces Africains-là qui vont commencer à se mettre ensemble pour dire non, mais ce n'est pas possible. Chez eux, ici, il y a la liberté. Chez eux, ici, ils font ceci. Et ils prennent tout chez nous. Ils font travailler nos parents. Et ils prennent tout. Alors, les gars, il faut qu'on se rassemble et on va lutter pour arracher notre liberté. Donc, voici ce qui va motiver la création du RDA. C'est vrai, il y avait d'autres Africains qui étaient un peu choses, mais ça va motiver la création du RDA. Dès l'instant où le RDA est créé et que c'est un combat qu'il faut mener, il faut que dans les pays, le RDA soit représenté. La Côte d'Ivoire va donc connaître le Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui va relayer le combat du RDA en Côte d'Ivoire. Donc voici, quand tu prends le PDCI, voici ce qui le caractérise. Et ce combat, même s'il n'est pas parfait, la victoire n'était pas parfaite comme on la voulait et tout, puisqu'ils étaient toujours là, mais au moins officiellement on savait que les Africains, en Côte d'Ivoire, on pouvait choisir notre président. Oui, Houphouët-Boigny, on a une autre indépendance. Donc, on dit le président de la Côte d'Ivoire. Donc, pour que tu saches qu'on dépendait encore de la France, il fallait fouiller. Mais à l'œil nu, on dira le président de la Côte d'Ivoire. On dira le pays, on dira ceci, on a notre équipe nationale, on a ce qu'une nation libre peut avoir. On a ça, on a notre drapeau, on a notre libre national, on a ceci. Voici ce combat-là, ce que dans un premier temps, ça nous donne. C'est le PDCI-RDA. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu prends ce premier parti unique, jusqu'en dans les années 80, pour dire officiellement 90, c'est le PDCI. Après, la génération d'Houphouët, on a commencé à voir nous-mêmes les écoles maintenant chez nous, les collèges et tout ça. Donc, dans les années
On est maintenant dans les années 45, la Côte d'Ivoire 50, 60, à 60, la Côte d'Ivoire, ils sont en indépendance. Donc les enfants qui sont nés à 40, 45, 50, tout ça, eux, ils vont à l'école en Côte d'Ivoire. Ils commencent à comprendre, ils commencent à être aussi intelligents, les Babo Laurent là. Mais les universitaires, ils vont commencer à comprendre que maintenant, oui, c'est vrai, on dit on a eu l'indépendance. Mais pourquoi avoir un seul président? Pendant que chez les Blancs, dans d'autres pays, il y a quand même une élection, on demande au peuple. Mais pourquoi chez nous, ça ne se fait pas et c'est le même président? Et puis, la façon de voir la gestion de la chose publique, tout ça, ça peut être différent. Donc, il faut lutter, en réalité, pour une autre liberté. Mais cette liberté, on va l'appeler la démocratie. La démocratie, il faut lutter pour que le peuple ait le dernier mot. Le peuple choisisse celui qui va le gouverner. Donc, si moi, micro, je suis un Ivoirien, qu'est-ce que ce combat me donne? Je me lève, je dis, moi, je pense que je peux diriger la Côte d'Ivoire. Je pense que j'ai les moyens. Bon, les règles qu'on va mettre, il faut être âgé de plus de 35 ans, tout ça. C'est le peuple qui se dote d'abord de ces règles. C'est pourquoi on parle du référendum. Donc, des gens s'asseyent. Ceux qui sont peut-être plus intelligents, qui ont fait le droit avant, on les appelle les constituants. Et par rapport à ce qui s'est passé, ils tiennent compte de tout ça et ils font les tests. Mais quand ils finissent les tests ne sont pas appliqués en même temps. On demande au peuple de venir. Donc chacun fait les tours partout et explique les tests au peuple. C'est ce qu'on a fait en 2016, le référendum. C'est pourquoi on dit qu'il y a problème. Parce que en 2016, avant d'aller au référendum, les constituants, c'est comme ça, les constituants ont parcouru la Côte d'Ivoire. Le parti au pouvoir qui nous a proposé une constitution a parcouru la Côte d'Ivoire pendant sa campagne. Et les Ivoiriens leur posaient une seule question. Tout ce qui était dans la constitution n'intéressait pas les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens qui étaient fatigués des crises et qui voulaient maintenant un pays en paix, ont dit, nous là, on veut savoir, vous êtes au pouvoir et puis vous nous demandez d'aller aux élections là. Est-ce que ce n'est pas pour que celui qui est au pouvoir là, se maintienne au pouvoir? Ce n'est pas pour qu'il fasse encore un autre mandat. Parce que dans les autres pays, quand on change la constitution, les gens disent, comme on a changé la constitution, je vais me mettre au pouvoir. Et ceux qui étaient en campagne et qui avaient donc cette charge de parler aux Ivoiriens leur ont dit, non. Non, ce n'est pas pour qu'ils fassent un troisième mandat. C'est juste qu'il y a des choses qu'on veut régler et tout, mais ce n'est pas pour qu'ils fassent un troisième mandat. Donc, quand on dit ça aux citoyens là-dedans, ils disent, ok, donc il n'y a pas de problème, je vais voter. Parce que moi, c'est ça qui est mon problème. Or, en réalité, le citoyen, on était en train de le mentir. On était en train de le trahir. Parce qu'on sait que s'il dit ça, vous n'allez pas voter. On a menti aux citoyens. Et aujourd'hui, on se base sur ça pour dire non, on a remis le compteur à 0. Donc, il a fait, les 2 mandats, il a fait là, c'était pour l'ancienne constitution. Et dans cette nouvelle constitution-là, il peut faire encore 2 mandats. C'est-à-dire que ceux qui sont en face là, ils sont bêtes. Quand tu utilises même un tel argument sur un plateau télé, ceux qui sont en face de toi, c'est comme s'ils étaient bêtes. D'abord, tu fais quoi avec l'esprit? L'esprit, ça veut dire c'est qui, à quoi on a pensé, ce qui a motivé la prévision de cette loi. Pourquoi on a dit,
il faut limiter les mandats. Pourquoi? Si tu réponds à la question, tu devrais comprendre que l'histoire de compteur à zéro n'a pas de sens. Donc, voici le combat du FPI. La démocratie, le multipartisme, chacun peut créer son parti politique, chacun peut dire je vais être président. Voilà ce qu'on ne pouvait pas faire en Côte d'Ivoire. Voici le combat qui va caractériser le FPI. Et aujourd'hui, partout, on le leur reconnaît. J'étais en train de parler de ça hier, et puis quelqu'un m'a dit, est-ce que toi, tu sais qui a donné le multipartisme? C'est ça qui est le problème. C'est un militant du RDR. Si je sais que j'ai la possibilité de donner, je ne me bats pas pour ça. Mais si on te dit que quelqu'un s'est battu pour ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit donner. Donc on veut amener la personne à donner. C'est pourquoi on se bat. Si Gbagbo Laurent avait aujourd'hui la possibilité de dire je suis sur la liste électorale, il ne se battait pas pour ça. Si Gbagbo Laurent avait la possibilité de dire je suis candidat, il ne dirait pas je me bats pour ça. Si Gbagbo Laurent avait la possibilité de dire Ouattara ne fait pas 4e mandat et puis ne le fait pas signer, il ne se battrait pas pour ça. Mais c'est quand tu ne peux pas le faire et tu veux obtenir ça que tu te bats. Voilà. Quand tu dis je vais me battre pour obtenir mon bac, je vais me battre pour obtenir mon BPC, je vais me battre pour obtenir mon travail. On se bat pour ce que on n'a pas d'office et qu'on veut avoir. Voilà. Mais c'est ce que je vous dis toujours. Le problème, c'est que par moment, on laisse un peu le cerveau à côté. Et on fait ce qu'on a envie de faire. Donc, vous voyez, le FPI, voici son combat. Voici les réformes pour lesquelles qui a motivé la création du FPI. Donc le FPI, tout de suite, ce n'est pas ce parti politique-là qui dit « Non, il faut que nous on prenne la place d'Oufoué. Non, nous on va à niveau où il faut boigner au pouvoir. » Non. Le FPI a vu la société, a vu les Ivoiriens et pensait qu'il y a quelque chose qui manquait dans la société. Il fallait lutter pour obtenir ça, pour que ça serve à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise tout ça. Donc voilà. D'Oufoué à Gbagbo Laurent. Et maintenant, on a ce troisième grand parti qui va se constituer, qui s'appelle le RDR, qui a été créé par Dionip Kobena, qui va mourir après. Et le monsieur, l'économiste, qui avait été sollicité pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire à 90, va se retrouver à la tête de ce parti. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais, on l'a pris, les Ivoiriens aujourd'hui qui vont réfléchir, le prennent d'abord pour ce qu'il est, sur le plan professionnel, sur le plan universitaire et tout, et ce qu'il a fait. Et maintenant, on va le prendre sur le plan politique, président du RDR. Qu'est-ce que le RDR fait donc? S'engage dans quel combat en Côte d'Ivoire? Qui va caractériser le RDR? Le combat dans lequel le RDR va s'engager, c'est le combat du monsieur, l'économiste, qui avait déjà été Premier ministre de la Côte d'Ivoire et qui va avoir quelques problèmes à la fin de sa mission. Parce que le président dont il était le Premier ministre va mourir. Et ceux qui étaient avec lui, qui l'ont témoigné, disent que tout de suite, il se voyait déjà comme le président. Donc, il va demander que les règles, les dispositions qui étaient prévues par la Constitution ne soient pas respectées. Voici d'abord la première erreur qu'il va faire. Ça ne va pas marcher. Donc, quand ça ne marche pas, celui qui était prévu pour prendre cette place-là et qui a vu cette démarche qu'il a fait, va avoir des problèmes avec lui. Donc, le premier problème
Son premier problème va partir de là. Avec lui, que la Constitution prévoyait pour prendre la place du président, qui va être le président. Donc, qui a le pouvoir et qui ne va pas apprécier ce que lui, il a fait. Donc, leur problème part déjà partir de là. Donc, lui, il prend la tête d'un parti politique ici. Quand il le prend, le seul combat qu'il mène, c'est être président à la tête du parti, du pays. Le seul combat qui va caractériser son parti, c'est comment lui, il va prendre le pays. Il va prendre la tête du pays. Donc, tout ce qui va se passer dans le pays, les difficultés, tout, ça ne l'intéresse pas. Au contraire, on va faire en sorte que le pays puisse connaître plus de difficultés pour que ceux qui gouvernent le pays puissent avoir des problèmes, des difficultés avec les populations. Parce que lui, c'est ce qui peut l'arranger, parce qu'il veut la tête du pays. Donc tout le combat que son parti politique va faire, c'est comment lui, il va être président. Donc, en 1995, il y a eu une élection présidentielle. Lui qui est président change le code électoral à son temps, qui était plus visible, peut-être il y avait d'autres choses. Mais on va dire, celui qui veut être président en Côte d'Ivoire doit vivre en Côte d'Ivoire 5 ans avant, être sur le territoire. Il ne pouvait pas. À ce moment-là, l'opposition avait créé un front qu'on appelait le Front républicain. Dans ce Front républicain se trouvait le deuxième grand parti que j'ai cité, FPI, et ce troisième grand parti qui s'appelle le RDR. Donc, dans le Front républicain, la revendication était essentiellement pour le RDR, parce que ça ne touchait pas le premier responsable du FPI. Mais le FPI va aussi prendre cette revendication pour dire, comme on est dans le Front républicain, c'est notre revendication, on soutient donc le RDR. Donc en 1995, le FPI et le RDR dans le Front républicain vont boycotter les élections présidentielles. Gbagbo n'est pas candidat, Ouattara n'est pas candidat, et l'opposition boycotte les élections. Bédié reçut sa stratégie et il organise des élections et il est président. Depuis ce jour, Bédié n'est plus trop à l'aise dans sa gestion parce que, effectivement, l'opposition le fatigue. En 1999, voici un coup d'État qui va être motivé par le fait qu'il y a des militaires qui étaient partis travailler pour l'ONU, leurs per diem n'ont pas été payés et tout ça. Or derrière, il pouvait y avoir d'autres raisons. Donc, il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire. Les militaires vont chercher un militaire qui était plus expérimenté, qui s'appelle Guéhi Robert, qui était déjà à la retraite. Mais Guéhi Robert va à la retraite comment? Ça aussi, c'est la question qu'il faut se poser. Il était chef d'état-major. Guéhi Robert, avant d'aller à la retraite, va connaître des problèmes d'abord avec le président d'alors, le président Henri Konan Bédié. Guéhi Robert va être, j'ai envie de dire, je ne veux pas dire accusé, parce qu'on ne peut pas dire que c'était officiel, mais on le susceptait, c'est ça, non? De vouloir faire un coup d'État. Donc, Guéhi Robert est parti, il se réfugie chez lui à l'ouest, où il fait ses petits travaux en tant que retraité. Et c'est là-bas qu'ils vont aller le chercher pour être président, le 24 décembre 1999.
Donc Gueye, qui réunit maintenant les opposants, les couches sociales du pays, et au vu de tout ce qu'on a connu jusqu'au coup d'État, les Ivoiriens décident de se doter d'une nouvelle constitution pour faire une deuxième république. Donc, oublier la première république avec tout ce qui s'est passé, tout. D'où la constitution de la deuxième république. Le et, le ou et tout ça. Là, on organise les élections. Il va y avoir encore un autre problème là. Ce qu'on va prévoir dans la Constitution, dans le code électoral de la Constitution, les juristes d'alors vont dire que Ouattara ne remplit pas les conditions. Bédié ne remplit pas les conditions. Celui-ci ne remplit pas les conditions. Mais le vrai problème, c'est que parmi eux, le deuxième grand parti, et à côté, il y a un parti qui va se créer. Gueye Robert, qui était déjà au pouvoir, il veut maintenant faire la politique. Il ne vient pas au PDCI. Ce qu'il a tenté, et puis le PDCI n'a pas voulu. Il voulait récupérer le PDCI n'a pas voulu. Donc, il ne vient pas au PDCI. Il ne vient plus non plus au FPI. Il crée à côté son parti, UDPCI. C'est comme ça que l'UDPCI va naître. Donc du coup, UDPCI se voyait le plus grand parti de la Côte d'Ivoire. Donc UDPCI, quand UDPCI naît, son combat c'est quoi? Mettre Gueye Robert au pouvoir. Celui qui l'a créé, Gueye Robert, au pouvoir. C'est comme... Donc, Gueye qui voulait le pouvoir, étant déjà au pouvoir, voyait déjà le PDCI comme un grand parti. Donc, s'il va aux élections avec un grand du PDCI, comme Bédié et tout, il risque de perdre. Alassane Ouattara, qui avait déjà un problème et tout, on le bloque aussi, qui a été déjà un premier ministre. Donc, Gueye Robert va utiliser Gbagbo Laurent comme un outsider qui va l'accompagner. Personne ne croyait à Gbagbo Laurent avec son FPI, avec tout ce qu'il a fait. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Donc, on ne pense même pas que Gbagbo Laurent peut gagner une élection. Donc, Gueye, en se faisant accompagner de Gbagbo, d'après les gens, Gbagbo lui aurait dit, je t'accompagne, si tu gagnes, bon, moi je serai ton premier ministre et tout. Bon, mais moi ça me fait rire. Une élection présidentielle, comme aujourd'hui, on va me dire, c'est pourquoi quand vous me voyez dans mes vidéos, je ne dis pas, ils ont, même s'il y a des analyses qu'on peut faire, mais dire que, oui, on va dire à tel, viens, non. Élection présidentielle, c'est une élection présidentielle. Donc, on va aux élections, ça tourne autrement. Gbagbo Laurent, dans les urnes, est plus voté. Gueye Robert, pendant qu'on donne les résultats, il va venir arrêter le processus en direct et il va se programmer président. Voilà ce qui se passe. Pendant qu'il le fait, le président Gbagbo Laurent ne demande pas armée, CEDEAO, venez me soutenir. Union européenne, venez me soutenir. Union africaine, envoyez une armée. Non. Le président Laurent Gbagbo va appeler le peuple de Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez voté. Vous savez qui vous avez voté. Si c'est moi, dans les rues, pour dire non à Gueye Robert, c'est ce que le peuple va faire. Et Gbagbo va reprendre son pouvoir. Donc, quand Gbagbo prend le pouvoir en 2000, il hérite de quelle Côte d'Ivoire? Dans tout ce que je vous ai dit, c'est cette Côte d'Ivoire qui avait des problèmes depuis 1990 économiques et qui se cherchait. L'évaluation du franc CFA. Les problèmes de 18 milliards ici qui faisaient que l'Union européenne avait coupé avec nous.
C'est de cette Côte d'Ivoire-là que Gbagbo va hériter. Il va dire, je prends la Côte d'Ivoire dans une situation calamiteuse. Donc, il faut se positionner pour travailler, pour donner une bonne image à la Côte d'Ivoire à l'international. Donc, c'est à ce travail-là que Gbagbo et son gouvernement vont se mettre. Mais quand Gbagbo Laurent prend la Côte d'Ivoire, sur tous les plans, il y avait un problème. La cohésion sociale, il y avait un problème. Donc, la première des choses que Gbagbo Laurent fait, il cherche à construire un gouvernement d'union pour que tous les partis politiques, les Ivoiriens, participent à la vie de la nation. Ce que dans un premier temps, le RDR va refuser. Donc le PDCI, dont le menton a été aussi refusé, mais au nom de la paix, au nom de la réconciliation, pour l'intérêt de la nation, le PDCI va accepter de participer à ce gouvernement d'union. Donc Gbagbo et ses ministres vont commencer à travailler, les Patrick Achi et tous. Ils vont commencer à travailler pour que la Côte d'Ivoire, petit à petit, puisse renaître. On se souvient encore, au niveau de l'UIA, on n'était même pas au premier rang pour le coup d'État qu'on a connu et tout ça. Gbagbo Laurent va aller négocier des réunions où Essi Amara va être élu. On se souvient encore tous, on était très jeunes, mais quand ils sont revenus, on a marché encore de Yopougon au plateau pour les accueillir. Et Gbagbo Laurent disait, la Côte d'Ivoire is back. La Côte d'Ivoire est de retour. Parce qu'on est en train d'arranger notre image à l'international. Donc, on devrait tous être ensemble pour reconstruire cette nation. Mais pendant que tout cela se fait, d'autres étaient en train, avaient un autre agenda. Voilà la réalité de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Je ne suis pas chaud, je vais partir tout à l'heure parce que je vais au boulot. Mais c'est pour vous dire quoi? Gbagbo Laurent, les Ivoiriens qui veulent connaître la Côte d'Ivoire, si tu finis de connaître, c'est-à-dire tu prends ton temps pour faire tout ça, tu verras que Gbagbo Laurent n'est pas mauvais. Donc quand tu vas prendre la Côte d'Ivoire de 2000 à 2002, tu vas voir ce qui était en train d'être fait. C'est ça. Donc, aujourd'hui, si Gbagbo Laurent, on va continuer la vidéo un autre jour, mais je vais la conclure par là. Quand tu prends le PDCI, le FPI, le RDR, il y a deux partis politiques qui se sont battus pour la Côte d'Ivoire, dont le combat reste en mémoire, dans les mémoires des Ivoiriens, qui caractérisent donc leur parti politique. Et les autres partis politiques qui sont créés après, l'objectif c'est pour être président. L'objectif c'est pour que nous on gouverne. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc Gbagbo Laurent aujourd'hui, qui a fait la prison, tout ce que vous savez, on ne peut plus revenir. Il vient, on dit tu as cassé BCAO, tu n'es pas sur la liste électorale, tu ne peux pas être candidat, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Mais encore, il n'a même pas pu avoir 1% de l'électorat, réunir 1% de l'électorat. Il dit, je ne suis pas d'accord, c'est une injustice. On dit la décision est sans recours. Il ne peut pas. Hier, dans ce même pays, en 2010, un conseil constitutionnel avait rendu des décisions. Des gens n'étaient pas contents. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des armes. Et ils ont amené le président du conseil constitutionnel à se raidir. Gbagbo Laurent, il n'a pas d'armes. Il n'a pas d'armée parallèle. Il va prendre son bâton. Il va mettre sa main au dos. Marcher. Pour dire au monde entier, ce qui se passe dans mon pays, là, je ne suis pas content. Il y a l'injustice notoire qu'on m'inflige. Je ne suis pas content.
Avant de le faire, il va parler aux Ivoiriens. Il va parler aux chefs traditionnels. Il va parler aux chefs religieux. Il va parler aux musulmans, aux chrétiens. Il va parler à tout le monde. Tel jour, je me mettrai dans les rues. Je vais marcher. Je n'ai pas d'armes. Je n'ai pas de policiers. Je n'ai pas de gendarmes. Je n'ai pas une armée parallèle. Je ne peux pas détruire mon pays. Je demande juste la justice. Et pour ça, sous le soleil, sous la pluie, je serai dans la rue. Un Ivoirien qui pense que c'est juste ce que je fais, qu'il me rejoigne. Un Ivoirien qui pense que ma démarche est juste, qu'il me rejoigne. Si vous pensez que ce n'est pas juste, restez chez vous. Je ne peux pas prendre âme pour tirer sur ce pays. Un policier qui pense que c'est juste, un militaire qui pense que c'est juste, un gendarme qui pense que c'est juste, qu'il vienne m'encadrer, qu'il vienne me secourir. Mais si vous pensez que le fait de marcher avec mon bâton, là, je fais quelque chose de grave et je mérite la mort, donnez-moi la mort. Je mérite la prison, donnez-moi la prison. Mais je veux demander justice. Je veux demander justice. Je demande un dialogue. Les Ivoiriens ont beaucoup souffert. Il est temps qu'on s'asseye pour donner de l'espoir à ces enfants qui sont derrière nous. Pour laisser un pays en paix. Moi, le président Gbagbo Laurent, avec mes 80 ans, je suis dans la rue. Voici ce qu'on va faire le 4 octobre. On ne va pas pour casser le magasin de quelqu'un. On ne va pas pour casser quoi que ce soit. Mais qu'il pleuve, que le soleil, on sera là pour dire qu'on n'est pas content. Donc vous qui savez que Gbagbo est fini, que Gbagbo ne peut plus rien, restez tranquille. Il sera seul. Et peut-être vous allez venir le prendre là, vous-même, pour dire, vieux, tu vois, tu es seul, va t'asseoir. Personne ne vient pour toi. Tu voulais faire un bon combat, mais les Ivoiriens ne te veulent plus, ils t'ont chié, va t'asseoir. C'est tout. Donc, vous êtes agité. Vous êtes dans tous les trucs. Vous insultez. On n'a pas besoin de ça. Les Ivoiriens ont trop souffert. Vous comprenez? Voilà ce que j'étais venu vous dire. Voici pourquoi le 4 octobre est important. Voici pourquoi le 4 octobre est important. Le 4 octobre, c'est comme en 2010. Là où on s'asseyait pour cueillir l'autre comme un fruit pourri. Nous, on dit, face à une décision du président du Conseil constitutionnel, on cherchait à cueillir, parce qu'on n'était pas d'accord, on cherchait à cueillir l'autre comme un fruit pourri. Quand on dit quelqu'un, je vais te cueillir comme un fruit pourri, ça veut dire je vais te tuer. Donc, Ouattara a annoncé à tout le monde entier qu'il allait tuer Gbagbo Laurent. C'est la chance qu'on a, c'est pourquoi il est là. Gbagbo ne dit pas la même chose. Gbagbo dit il y a une injustice. Je prends mon bâton pour dire que je ne suis pas content. C'est comme on peut dire je fais une grève de faim contre cette décision de justice. Il y a des prisonniers en prison, ils font des grèves de faim. Donc, le 4 octobre, Gbagbo Laurent marche. Toi l'Ivoirien qui a compris l'essentiel, qui a compris la nécessité de ce combat, tu te joins à Gbagbo Laurent. Tu te joins à nous. Peu importe là où tu es. Si tu es en Italie, tu es partout. Rentre dans la communication de ce combat pacifique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, frères du RDR, ne soyez pas agités. Ne soyez pas agités. Nous, là, ne nous regardez pas comme vous. Le pays, là, c'est lui qu'on a. On ne peut pas le détruire. C'est vous qui êtes mélangés. Donc, il y a des gens que la Côte d'Ivoire brûle ou pas. Ce n'est pas leur problème. Mais nous, là, on n'est pas mélangés. C'est notre pays. On n'a plus rien à part ça.
Vous comprenez? On n'a plus rien à part ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Retenez une date, le 4 octobre. Le 4 octobre. C'est de ça qu'il s'agit. Merci.